prudemment, le Luxembourg et la Suisse sont absents. La peur de se retrouver sur le banc des accusés. Car ce jour-là, le ton monte, en particulier celui des Allemands. Chaque année, ils perdraient 10 milliards d'euros dans les paradis fiscaux. Le fait qu'il y ait aujourd'hui des pays absents à Paris, ça montre bien le problème. Ce n'est pas Singapour, ce n'est pas Hong Kong. Ceux qui ne sont pas là, c'est le Luxembourg, la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche. La crédibilité de l'Europe est en jeu. Les coupables sont désignés. Mais pas un mot de la France sur un sujet délicat. Au même moment, l'État vient de débloquer 10,5 milliards d'euros. Une aide attribuée à 6 grands groupes bancaires français. Pourtant, tous sont présents dans ces trous noirs de la finance mondiale. Toutes les grandes banques françaises sont présentes aujourd'hui dans les paradis fiscaux, dans les grands centres financiers offshore, comme elles les appellent. D'ailleurs, il suffit d'aller sur leur site internet, de regarder leur bilan annuel. Et là, on voit par exemple îles Caïmans, Luxembourg, Irlande, des paradis fiscaux. Nous allons également sur le site de cette autre grande banque. Et là, on voit à nouveau les implantations au niveau du monde. Il y a Monaco en Europe, le Luxembourg, Jersey, Guernesey. À Monaco, une équipe spécialisée en financement de jets privés, de yachts ou de biens immobiliers. La Société Générale a même un petit film qui vante sa présence sur des places offshore. À Singapour, au Luxembourg et à Genève, SG Private Banking bénéficie d'équipes spécialisées en ingénierie patrimoniale et en constitution de trusts. L'État doit-il accepter que ces banques continuent de travailler dans les paradis fiscaux? Nous posons la question au ministre du Budget, Éric Woerth. On peut imaginer d'aider des banques françaises qui ont des filiales offshore et qui peuvent éventuellement... Non, on ne peut pas imaginer d'aider des banques françaises qui travailleraient dans ou avec des paradis fiscaux. Donc les banques françaises, les banques françaises devront bien évidemment faire la clarté là-dessus. C'est logique dans un donnant-donnant sur le plan public. Le ministre l'affirme. L'État ne doit pas aider les banques qui travaillent dans les paradis fiscaux. Autant dire alors qu'il ne devrait en aider aucune. Pourquoi les banques françaises sont-elles présentes dans ces centres offshore? Sont-elles prêtes à renoncer à ces activités? Nous les appelons pour une interview sur ces questions. Bienvenue au sein du groupe Société Générale. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la Société Générale, on va pas suivre, mais je vous laisse continuer et je vous souhaite bon courage là-dessus. Vous avez fait un mail il y a je sais plus quand parce que vous aviez une deadline pour vous dire que c'était non et qu'on vous confirmait que c'était non. J'ai toujours pas de réponse, c'est pour ça que je vous ai pas encore rappelé. Plus surprenant, certaines banques affirment même ne pas être sur les places offshore. Le groupe Banque Populaire, par exemple. Pour vous, le groupe Banque Populaire n'est pas présent dans des paradis fiscaux? Non. Je vous remercie beaucoup. Oui. Au revoir. Moi juste, vous passez pas en off dans votre émission, ça. Ça, c'est évident que ça sera dit dans le reportage. Ah oui, Banque Populaire, je parle. Ah, parce que vous parlez de quoi, sinon? Parce que vous pensez que notre groupe, il y a quoi dans notre groupe? Vous avez des banques d'investissement, enfin... Oui, mais moi je parle stricto Banque Populaire. Cette responsable de la communication omet les activités offshore de Natixis, la banque d'investissement du groupe. Elle oublie aussi la filiale de la Banque Populaire à Vanuatu, une petite île connue pour une absence totale d'impôts, de taxes et de réglementation. Après des semaines d'attente, aucune banque française n'a finalement accepté de nous rencontrer. Pour en savoir plus, il faut donc nous rendre dans un grand cabinet d'expertise comptable et rencontrer son président, René Ricol. Il vient juste d'être nommé par Nicolas Sarkozy, médiateur entre les banques et l'État. Structure ad hoc aux îles Caïmans, au Luxembourg. Nous espérons comprendre pourquoi les banques françaises ont des activités offshore. Souvent pour des raisons fiscales, parce que la fiscalité est moins forte et que si vous faites un bénéfice, vous serez moins taxé. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que vous avez aujourd'hui des acteurs qui se sont installés à temps plein dans ces places. Des gens qui ont beaucoup d'argent et aujourd'hui qui sont des acheteurs ou des vendeurs de produits pour les banques, ils sont installés dans les places offshore. C'est devenu leur siège social, si je puis dire.
En clair, l'argent des gros investisseurs se trouve dans les paradis fiscaux. Les banques doivent donc y être. Mais ce n'est pas la seule raison. Ces territoires sont surtout des zones non contrôlées. La régulation de la place offshore est beaucoup moins forte. Donc c'est vrai que la plupart des banques, elles ont des filiales qui sont banques elles-mêmes, et ces banques, elles sont sur des places offshore parce qu'elles ont moins de structures de contrôle qu'elles n'en ont sur les places nationales où elles sont. On se donne beaucoup d'efforts, notamment en Europe, pour que toutes nos banques aient exactement la même régulation, qu'elles apportent la même sécurité aux déposants et aux clients. Et puis vous avez une partie du monde qui fonctionne avec leurs propres règles. Eh bien ça ne peut pas durer. En attendant, dans ces paradis fiscaux, les banques françaises échappent aux réglementations. Comment être sûr alors qu'elles n'y prennent pas de risques inconsidérés? Pour répondre à cette question, nous retournons à la commission bancaire. Ici, habituellement, les caméras n'entrent pas. Mais en période de crise, il faut rassurer, montrer que tout est sous contrôle. Nous retrouvons la secrétaire générale de la commission. Ces services sont les seuls à avoir accès aux comptes des banques françaises. Ils sont censés connaître toutes leurs activités, leurs prises de risques, y compris dans les places offshore. Est-ce que vous allez au Liechtenstein? Est-ce que vous allez à Singapour? Est-ce que vous allez à Hong Kong? On va dans plusieurs des pays que vous avez mentionnés et je préférerais ne pas donner de nom individuel. Pourquoi? Parce que ça ne me paraît pas apporter davantage d'informations et de transparence. Vous voulez pas pointer du doigt les zones où vous n'allez pas? Tout à fait. Donc il y a des zones où vous n'allez pas et où les banques françaises travaillent. Le travail de la commission bancaire, le travail des autorités françaises n'est pas supranational et extraterritorial. Pour aller dans certaines zones, dans d'autres pays, nous avons besoin d'avoir des accords. Si le législateur français veut interdire aux banques françaises d'opérer dans des centres offshore, il le peut. Ça n'est pas mon travail à moi. À défaut de se rendre dans tous ces paradis fiscaux, le contrôle se fait donc à Paris. C'est le service de lutte contre le blanchiment qui vérifie les activités offshore des banques. Et c'est à ces mêmes banques de présenter les documents prouvant qu'elles respectent les règles. La bonne façon de les contrôler, c'est encore une fois, c'est pas d'envoyer des gens dans toutes les îles des Caraïbes, du Pacifique. Ça, c'est de s'assurer que l'information remonte à Paris. Vous n'avez pas l'activité en détail. Vous leur faites confiance finalement. Il faut voir, on leur fait confiance, mais il y a un vieil adage de la Banque de France, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire que de temps à autre, nous allons quand même vérifier, mais pas tout le temps. Est-ce qu'on ne peut pas vous présenter des documents qui sont faux, qui sont bidonnés finalement, puisque vous avez... Enfin, sincèrement, ça serait quand même très très grave. À la limite, il peut nous arriver, je ne vais pas dire que nous sommes omniscients. Personne n'est omniscient, donc on peut passer à côté du bon dossier. Des banques qui cachent leurs pertes dans des paradis fiscaux, ce ne serait jamais arrivé en France. Mais c'est possible. La preuve, en Grande-Bretagne. Au printemps 2007, un scandale financier défraie la chronique. La Northern Rock, la 8e banque d'Angleterre, est au bord de la faillite. C'est la panique. Les petits épargnants tentent de vider leurs comptes en catastrophe et les files d'attente s'allongent. Je suis très nerveux, je veux vraiment récupérer mon argent. J'attendrai tant qu'il le faut. Je sais que la Banque d'Angleterre a dit que notre argent est en sécurité. Mais ce n'est pas pareil quand c'est votre argent. Les autorités britanniques n'ont rien vu venir. Et pour cause. La Northern Rock a caché une partie de ses pertes à Jersey, un paradis fiscal, sous le nom d'une association caritative. Ses dirigeants ont pris des risques inconsidérés. Pour éviter la faillite, le gouvernement britannique doit nationaliser la banque. L'affaire Northern Rock, une affaire emblématique en Grande-Bretagne. Une affaire bien connue d'un ancien conseiller économique du gouvernement de Jersey. Aujourd'hui retiré des affaires, nous le retrouvons dans la banlieue de Londres. John Christensen a travaillé plusieurs années pour le centre offshore de Jersey.
Aujourd'hui, il se bat contre ces paradis fiscaux, source d'opacité et de secrets. Nous avons un monde de la finance globalisée qui est secret, qui est compliqué, qui est très compliqué à réguler, où la régulation est fragmentée entre différentes autorités et personne ne comprend plus ce qui se passe, où que ce soit. Pour John Christensen, les paradis fiscaux sont dangereux. Ils encouragent les opérations à risque. Je sais, pour avoir travaillé à Jersey, que les banques françaises utilisaient le offshore de façon très extensive. La question que je me posais toujours, c'était est-ce que les autorités françaises ont une vision claire de ce qu'il se passe là-bas? Est-ce que les Français se rendent compte que le contrôle des banques n'est valable que s'il n'y a aucun maillon faible dans la chaîne? Si vous opérez dans une zone offshore, comme Jersey où la régulation est faible, alors vous prenez plus de risques. L'île de Jersey serait donc l'une de ces zones d'ombre où le contrôle des banques ne peut pas se faire correctement. À moins d'1 heure d'avion des côtes britanniques, nous partons pour la petite île normande. Autrefois refuge des pirates, aujourd'hui centre financier offshore. Nous voilà à Jersey, un havre fiscal. L'un des territoires les plus riches au monde par habitant. Ici, une cinquantaine de banques et des milliers de structures financières. Malgré la réputation sulfureuse de l'île, les autorités aiment afficher une image rassurante. L'organisme officiel censé contrôler ce qui se passe sur le territoire accepte ainsi de nous ouvrir ses portes. Dans un français parfait, son directeur, John Harris, nous fait visiter le cœur de la place offshore. Nous tentons de savoir comment s'opèrent les contrôles, et notamment ceux des banques. Les gens ici se concentrent uniquement sur la surveillance des banques, des sociétés de trust, ou là-bas les activités de fonds collectifs, placements, etc. Il y a combien de personnes qui travaillent au contrôle à peu près? Une soixantaine. Pour John Harris, la surveillance des banques est infaillible. Nous sommes très intéressés par la stabilité de la banque, par les services, par le contrôle les défenses contre le blanchiment de l'argent, le type d'investissement que la banque est en train de gérer, la condition financière de la banque, le bilan. Une démonstration qui ne convainc pas ce spécialiste des paradis fiscaux. Christian Chavagneux a longuement enquêté sur l'activité des centres offshore. Pour lui, Jersey n'est pas suffisamment contrôlé. Mais comme c'est un sujet de nombreux paradis fiscaux disposent de règles extrêmement fortes. Le problème, c'est que ce sont des règles de papier, généralement. Elles ne sont pas beaucoup respectées et on laisse l'opacité, qui est quand même le cœur du business des paradis fiscaux. C'est bien parce qu'ils proposent de l'opacité que soit les personnes aisées, soit les multinationales les utilisent. Et cette opacité attire d'énormes capitaux. Le centre financier de Jersey gère près de 1200 milliards d'euros, 3 fois le budget de la France. Mais les habitants de l'île, eux, n'en retirent pas toujours les bénéfices. Geoffroy est un élu de Jersey. Il défend la classe moyenne et populaire. Il est en colère. Les sociétés, les non-résidents ne payent pas d'impôts, mais les habitants, eux, sont soumis aux taxes. Le gouvernement de Jersey vient juste d'augmenter les taxes. Ils ont introduit la TVA à seulement 3%, mais ça a poussé les prix vers le haut. Et ça a augmenté le prix des aliments et de l'essence. Alors forcément, ça rend la vie des gens difficile. Pour ceux qui ne travaillent pas dans la finance, difficile de s'en sortir. Les prix de l'immobilier s'envolent. 600 000 € pour un 3 pièces. Pour ces natifs de Jersey, tout est devenu inabordable. Il n'y a plus rien pour nous, plus rien. Nous devons partir vivre en Angleterre pour essayer de trouver un endroit où habiter. Vous ne pouvez plus vivre à Jersey maintenant? À Jersey, tout va mal. C'est un bel endroit, je ne dis pas le contraire. Un très joli endroit où vivre, si ce n'était pas aussi cher. C'est tout pour la finance, tout pour la finance. Pas pour les ouvriers comme nous, juste pour les financiers. Et c'est de pire en pire.
Au fil des rues de la capitale, nous retrouvons deux grands établissements français. La Société Générale et la BNP. Leurs bâtiments ont pignon sur rue. La BNP s'étend même sur 2 sites. Elle emploierait près de 400 personnes. Nous tentons de rencontrer son responsable. Voilà, j'aurais souhaité rencontrer quelqu'un de chez vous sur ce sujet. D'accord. En ce moment, il est assez busy. En plus, il part en vacances. Donc, je sais pas. Éventuellement, ce que je peux faire, c'est prendre vos coordonnées. Aucun responsable local de la BNP n'a souhaité nous répondre. La BNP ne veut pas nous recevoir. C'est donc nous qui allons à elle, à Paris. Nous profitons d'une conférence de presse du groupe. Ce jour-là, le directeur général annonce les résultats de la banque. Je n'ai pas besoin de vous dire que le 3e trimestre 2008 est un trimestre sans précédent et très particulier pour l'industrie bancaire. Après les petits fours et les discours, place aux questions qui fâchent. Nous interrogeons le directeur général de la BNP sur les activités offshore du groupe. Premier point. Pourquoi être à Jersey? Pourquoi être aux îles Caïmans? Parce que ça paraît, en termes d'optimisation de montage, à la fois utile. Optimisation de montage, c'est-à-dire? Optimisation de montage, c'est échapper à l'impôt? Non, ça veut dire optimiser les choses. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, si vous avez une grande entreprise peut avoir intérêt à localiser ses opérations au niveau mondial comme elle l'entend. Pourquoi? Pour échapper à l'impôt, entre autres. Ça, c'est ce que dit le président Sarkozy. Oui, le président Sarkozy, optimiser l'impôt n'est pas échapper à l'impôt. Oui. Ah bon? Non, je demande. Non, je sais pas, ça a l'air d'être le combat de... Selon la BNP, optimiser l'impôt, ce n'est donc pas échapper au fisc. Du Premier ministre. Vous êtes qui, pardonnez-moi? Moi, je suis directeur de la communication. C'est vraiment... Reste la question éthique. Et c'est le directeur de la communication qui va s'y coller. Est-ce que ce serait pas mieux pour des questions de moralité et de non-suspicion, parce que là, je suis finalement un peu suspicieux, de tout arrêter? Écoutez, par exemple, arrêter complètement le financement d'avions et voir le financement des grandes compagnies aériennes passer dans d'autres banques, c'est pas forcément une bonne chose pour l'économie française. Et pour c'est une obligation d'être présent là-bas? Pour certaines transactions et dans l'intérêt du contribuable français, puisqu'à la fin, le contribuable français récupère bien les impôts sur les crédits que nous gagnons quand nous faisons des crédits aux compagnies aériennes. Vous voulez dire aussi que si nous y sommes pas, d'autres, des banques étrangères y seront et que en fait tout le monde devrait se mettre d'accord pour des choses qui ne sont pas du tout du blanchiment, pas du tout de l'évasion fiscale de personnes physiques, mais simplement des montages optimisés de sociétés. Comment arrêter un système dans lequel tous les acteurs de l'économie mondiale trouvent un intérêt? Rien que pour la France, 50 milliards d'euros s'évaderaient tous les ans dans les paradis fiscaux, soit la moitié du budget de l'enseignement et de la recherche. Depuis le début de cette crise financière, quand on évoque l'opacité du système bancaire, on pense immédiatement aux paradis fiscaux. Le gouvernement l'affirme, il luttera sans relâche contre ces zones d'ombre de la finance mondiale. Vraie volonté ou promesse de circonstance, nous sommes retournés à Bercy, poser à nouveau la question à celui qui a pris la tête du combat, le ministre du Budget, Éric Woerth. Pourquoi la quasi-totalité des banques françaises ont-elles des filiales dans les paradis fiscaux? Elles ont, comme tous les établissements financiers, pour ici ou là, j'imagine, parce que c'est pas très facile de le savoir. Les banques sont des établissements privés, hébergés, telle ou telle société, telle ou telle entreprise, jouer aussi entre différents États, c'est-à-dire des filiales sûrement spécialisées. Lorsque on a, je ne sais pas, de l'argent transféré du Venezuela à je ne sais où, le monde est vaste. Donc, au fur et à mesure du temps, je pense, se sont créés des établissements financiers spécialisés, et toutes les banques ont ça, dans ce qu'il est convenu d'appeler des paradis fiscaux. Donc, c'est des États prédateurs sur le plan financier. Ils cherchent à attirer des capitaux, et puis ces capitaux, après, ils deviennent ce qu'ils doivent devenir, c'est-à-dire qu'on n'en sait rien. Alors, ce qui compte en réalité, c'est que, en ce qui concerne les établissements français, parce que ça nous concerne, c'est que les choses soient de plus en plus éclaircies, et on est en train de demander aux banques françaises, qui sont en train de répondre, à la fois le type d'opérations qui y sont menées, à la fois le volume des opérations qui y sont menées,
Et puis les services financiers ici de Bercy vérifieront que cela est compatible avec les aides financières qui sont consenties à ces établissements financiers. Mais c'est pas rien, hein. Ces garanties dont vous parlez, c'est 10,5 milliards d'euros, donc qui sont sous forme de prêts aux banques. Vous demandez donc de la transparence de ces banques sur leurs investissements dans les paradis fiscaux. Face à l'un de nos reporters, c'était le 21 octobre dernier, vous disiez exactement ça, vous allez découvrir avec nous. On peut imaginer des banques françaises qui ont des filiales offshore et qui peuvent éventuellement non, on ne peut pas imaginer des banques françaises qui travailleraient dans ou avec des paradis fiscaux. Donc les banques françaises, les banques françaises devront bien évidemment faire la clarté là-dessus. C'est logique dans un donnant-donnant sur le plan public. Oui, je ne retire rien, tout est très bien. Vous ne retirez rien, mais vous allez moins loin, parce que vous disiez, là, on ne peut pas imaginer travailler avec des banques qui ont des filiales dans les paradis fiscaux. Or, toutes les banques françaises ont des filiales dans les paradis fiscaux. Il faut que les filiales soient déclarées, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache ce qui s'y passe. Ce serait évidemment assez choquant, quand je dis assez, ça veut dire très choquant, de voir une banque bénéficier d'une garantie d'État et de voir éventuellement de l'argent pouvoir disparaître quelque part dans un trou noir fiscal, alors que cet argent aurait eu la garantie d'un État comme l'État français. Donc ça, c'est pas possible. Évidemment, c'est même totalement intolérable. Donc ce n'est pas le cas. Et nous allons simplement juste le vérifier. Alors imaginons qu'une de ces banques françaises vous mente sur ses activités offshore, sur ses activités dans les paradis fiscaux. Quelles pourraient être les sanctions? Est-ce qu'elles seront lourdes? Est-ce que par exemple, vous pouvez dire, l'État français a prêté de l'argent à telle banque, à ce moment-là, on va retirer cet argent immédiatement? En fait, elles sont à la fois pour l'établissement financier, parce que s'il a bénéficié de crédits d'État ou de garanties d'État et qu'il a menti à l'État, ça pose à ce moment-là un problème assez majeur. Donc l'État en retirera toutes les conséquences, notamment le fait de ne pas aider, de demander des remboursements anticipés, enfin bref, de faire son métier, d'appeler à la responsabilité. Il y a un gros travail encore à faire. Moi, j'ai le sentiment qu'on peut y arriver. On peut y arriver parce que là, on est dans un monde issu de cette crise, qui est un monde qui veut plus de régulation, plus de transparence, plus de règles, quoi. Il veut savoir ce qui se passe. Il faut continuer à investir. Le capitalisme, c'est bien, il n'y a pas mieux, mais en même temps, ça exige plus de transparence. Les paradis fiscaux, c'est l'exemple de la non-transparence. Cette crise mondiale a des conséquences inattendues et dramatiques. Aujourd'hui, de nombreuses communes françaises se retrouvent très lourdement endettées, victimes elles aussi des abus de certaines banques qui leur ont octroyé des crédits hautement risqués, les plongeant dans des situations financières catastrophiques. Le calme avant la tempête. À Wall Street, Lehman Brothers, la plus grande banque d'affaires américaine, fait faillite. Le gouvernement américain, qui vient de sauver 2 banques, veut faire un exemple et la laisse sombrer. Dans son sillage, en quelques secondes, les bourses perdent la tête, les traders s'étouffent, les cours s'affolent, les taux plongent, les grandes banques américaines agonisent. En France, des établissements jugés jusqu'alors intouchables sont au bord du gouffre. Notamment Dexia, la première banque franco-belge des collectivités locales, est sauvée en urgence. Les États lui injectent plus de 6 milliards d'euros. C'est la crise mondiale. Enfin, presque. Car à 7000 km de New York à Saint-Étienne dans la Loire, la crise financière n'aurait pas d'impact. On n'est pas touché directement, on n'a pas des actions qui se cassent la figure, on n'est pas... Pour le moment, moi, dans ma vie, je suis peut-être à part, mais ça me touche pas pour l'instant. Non, j'ai pas de placement en bourse. J'ai que mon petit livret A. Bon. Voilà, c'est surtout au niveau du livret, quoi. Pourtant, Saint-Étienne est assis sur une véritable bombe financière. L'ancienne cité minière est endettée jusqu'au cou. En 20 ans, elle a vu ses entreprises plier bagages. 3 fleurons de l'industrie et de la métallurgie, Manu France, JA, Tascométal, ont successivement fermé leurs portes et laissé sur le carreau plusieurs milliers de salariés. Seul héritage, ses vestiges et une dette de 400 millions d'euros. Une dette dont le nouveau maire, Maurice Vincent, a hérité. Problème, il vient de faire une drôle de découverte. Cette dette repose sur plusieurs dizaines d'emprunts risqués.
Ce type de produit risqué est évidemment encore pollué, si j'ose dire, ou aggravé par la crise actuelle, dans le sens où l'incertitude sur les montants des taux d'intérêt futurs est démultipliée par les évolutions erratiques que nous connaissons actuellement. En fait, la dette repose sur les cours de la bourse et les mouvements des valeurs monétaires. Selon cet audit financier que nous nous sommes procuré, le bilan est catastrophique et les analystes le soulignent. Nous voyons très bien sur ce type d'emprunt la dangerosité d'une telle stratégie. La mairie s'est donc transformée en cellule de crise. Le maire a même fait appel à un super spécialiste des finances, Cédric Graille, ancien conseil boursier devenu directeur général de la municipalité. Son rôle ? Éclaircir le tableau. Dans son bureau s'entassent des prêts bancaires plus fous les uns que les autres. On a donc un prêt qui est maintenant connu dans le monde des collectivités des banquiers, où on a 13 ans à 0% jusqu'en 2020. Et de 2020 à 2042, on joue, une formule très complexe, mais en clair, on joue l'euro contre le dollar. En 2042. Aujourd'hui, on essaie de le renégocier. Donc, ça veut dire que tant que le dollar baisse, vos taux sont stables. C'est une formule très compliquée parce qu'en même temps, on joue également l'euro contre le franc suisse. Dans le même contrat. Dans le même contrat. Justement, vous dites, quelle est votre stratégie quand vous jouez ça? Alors, la stratégie, c'est qu'en fait, à partir de 2020, on a 0% plus le maximum entre 0 et l'euro-dollar contre le franc suisse, moins 37,50. Ça veut dire en fait qu'il faut que notre stratégie, c'est quoi? Notre stratégie, il faut que la parité de l'euro contre le dollar soit la plus faible possible contre la parité entre l'euro et le franc suisse. Alors après, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'on joue en fait un dollar fort avec un franc suisse faible, quoi. C'est ça? En 2020. Entre 2020 et 2042. Et si ça bouge? Et si c'est l'inverse? On l'a dans le cul. Des prêts comme celui-ci, Cédric Graille en a découvert une dizaine. Et certains sont encore plus dangereux pour la ville de Saint-Étienne. Nous nous sommes procuré un exemplaire de ce que les financiers appellent des snowballs, comprenez des prêts boules de neige. Celui-ci a été concocté par la Royal Bank of Scotland. Voici par exemple comment est calculé le taux d'intérêt. Si le taux de référence est inférieur à moins 0,30%, le taux variable sera égal au coupon précédent plus 3 fois max 0,10% moins CMS heure 20 ans post-fixé moins Euribor 3 mois post-fixé par rapport à 0%. Nous sommes allés le faire décrypter à Paris par le spécialiste des finances des collectivités locales, Patrice Chattard. Dans son cabinet, des analystes observent la dette de plus de 1200 villes en France et conseillent les maires sur leur placement, dont Saint-Étienne. Pour nous, c'est illisible. Alors, est-ce que vous pourriez essayer de nous déchiffrer un petit peu ce que ça signifie ? Pour nous, c'est quelquefois difficile aussi, mais je vais tenter de vous dire ce que je comprends de ça. Le taux d'intérêt tel que je le comprends sera au départ de l'emprunt fixe à 3,92%. Et au bout de 4 ans et demi, ça donnera ça. Tous les trimestres, on constatera l'écart entre le taux de swap à 20 ans et l'Euribor 3 mois. Et le taux deviendra 3,92 plus 3 fois le maximum entre cet écart et 0. Et sachant que cet écart s'incrémentera à chaque fois, c'est-à-dire que le taux, si un écart est constaté, il s'ajoutera au 3,92 et puis après on regardera l'écart et puis on rajoutera ça au coupon précédent plus l'écart. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est cumulatif. C'est cumulatif. Boules de neige. Sont les boules de neige, c'est ce qu'il y a de plus dangereux.
de plus dangereux, car ce taux d'intérêt ne peut qu'augmenter. À terme, dans le pire des cas, sur cet emprunt de 7 millions d'euros, il pourrait atteindre plus de 120%. Mais comment en est-on arrivé là? Comment la Royal Bank of Scotland a-t-elle pu vendre ce prêt? Ne pouvant obtenir de rendez-vous avec la direction de la banque, nous nous sommes rendus avec une caméra cachée dans ses locaux à Paris, sans plus de succès. Donc, tout ce qui concerne les clients, surtout quand c'est privé, le secteur privé, les problèmes sont réglés entre eux, ils discutent entre eux, mais ils ne discutent pas avec les chaînes. Malgré nos nombreuses sollicitations, la Royal Bank of Scotland a toujours refusé nos demandes d'interview. Nous sommes allés voir l'homme qui a autorisé ces prêts, l'ancien maire de Saint-Étienne. Pourquoi a-t-il contracté de tels emprunts durant ses 14 ans à la tête de la ville? Avait-il conscience de tous ces risques? L'homme est sûr de lui, fier même d'avoir réalisé ses contrats. Les taux dont on parle sont aujourd'hui les plus bas de France. Il faut quand même qu'on sache que Saint-Étienne est la ville de France, parmi les grandes villes, qui a les taux moyens les plus bas. Ils doivent être autour de 3%, ça évolue tous les jours. C'était 2,70 il y a 2 mois, ça sera peut-être 3,30 dans 2 mois. Enfin bon, c'est autour de 3%. Ce sont les plus bas de France. Et pourquoi, diable, faudrait-il que nous allions chercher des taux fixes à 5% quand on paye des taux variables à 3%? Si un jour, je vous le redis parce que c'est comme ça que ça se passe, si un jour le maire de Saint-Étienne s'aperçoit que les taux remontent, il peut toujours swapper. Swapper, échanger des taux contre d'autres taux, encore plus risqués. C'est ce qu'il a fait durant ses 2 mandats. Une opération qui lui a permis de ne pas augmenter les impôts à l'approche des élections municipales. Mais c'est très risqué. Le taux peut exploser à tout moment. C'est ce que va nous confirmer un responsable de la Royal Bank of Scotland qui a accepté de nous répondre anonymement. La ville a tout fait en pleine connaissance de cause. C'est-à-dire que vous leur disiez, voilà comment ça se passe, voilà le taux fixe de départ intéressant et voilà les risques. Exactement. Comme il n'y a pas de miracle en finance, quand vous avez un avantage, c'est qu'il y a un risque en face. L'ensemble doit être mesuré, analysé et pris avec discernement. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de collectivités, en tout cas c'est le cas de la ville de Saint-Étienne. D'accord. Donc ça veut dire que si vous, demain, vous étiez, ou si vous aviez été maire d'une collectivité locale comme Saint-Étienne, vous auriez accepté ces prêts? J'aurais accepté de faire des prêts avec des risques si je payais moins cher, mais à 2 conditions. Première condition, c'est de bien comprendre les risques. Deuxième condition, c'est que ça ne représente qu'une partie raisonnable du portefeuille de dette. La banque elle-même estime que la ville de Saint-Étienne n'a pas été raisonnable. Elle a contracté trop de prêts risqués. Ils représentent près des 2/3 de la dette. Pour la ville, il y a urgence aujourd'hui. Il faut se débarrasser de ces prêts. C'est possible, mais cela coûte cher. Car les taux d'intérêt sont indexés sur les marchés financiers. Il y a 3 mois, Saint-Étienne aurait dû débourser 45 millions d'euros. Et aujourd'hui, le coût du risque de l'équipe d'avant, ou de l'équipe qui a géré ça, c'est 75 millions d'euros. C'est un fait, hein, c'est des formules mathématiques. Donc, quand on dit qu'on a gagné 10 millions sur les swaps, la question que vous posez, c'est soit on fait un scénario catastrophe, effectivement, et puis ça peut monter à 100, 150, personne ne sait. Effectivement, ça peut se retourner aussi. Le problème qu'on a, si vous voulez, là, je pense qu'il faut être assez objectif, assez transparent, c'est que d'un côté, aujourd'hui, on perd. Mais peut-être que demain, au contraire, on sera gagnant, sauf que personne ne sait. Et c'est pas une collectivité de jeter une pièce en l'air. Si c'est face, on gagne. Si c'est pile, on perd. Jouer à pile ou face, voilà à quoi on est réduite Saint-Étienne. Et aujourd'hui encore, ça continue. Cédric Graille va rendre compte au maire d'une conversation qu'il vient d'avoir avec la Royal Bank of Scotland. Pour la renégociation de ces prêts risqués, la banque leur propose un nouveau jeu. Une sorte de qui tout double. On a un système, une formule de calcul, on appelle ça un KO américain. C'est qu'à tout moment, à partir du 15 décembre 2008, donc c'est bientôt, à tout moment, si l'euro passe en dessous d'un 36 contre le dollar, on passe à taux fixe à 2,40 jusqu'à la fin du crédit. À côté, il y a RBS qui nous a vendu ce swap qui nous dit si jamais vous voulez sortir de ce produit, on vous permet dès aujourd'hui de passer à 3,39 à taux fixe ou attendre le 15 décembre et prendre le risque que l'euro remonte contre le dollar. Et à ce moment-là, vous ne serez peut-être pas à 2,40, vous serez à un taux supérieur.
C'est que j'espère qu'il ne va pas y en avoir comme ça toutes les semaines, parce que c'est plus de la gestion municipale. On sort les dés. Moi, je trouve que ce qui est stupéfiant, c'est d'avoir été entraîné dans cette logique. Je veux dire, on n'est pas là pour ça, quoi. Maurice Vincent est en colère. Pour lui, hors de question de mettre la ville dans une situation financière catastrophique. Il veut que les banques fassent un geste, qu'elles renégocient les prêts. Ils nous ont vendu des risques à la ville de Saint-Étienne, contre un taux d'intérêt faible au début, mais ces risques, ils sont maintenant chez nous, et ils ont parfaitement compris que ce que je voulais, c'est qu'ils reprennent ces risques. Si elle ne paie pas, qui va payer l'addition? Nous irons devant les tribunaux. C'est clair, hein? Mais aucune banque ne prend la menace au sérieux. Alors, il alerte le ministère de l'Intérieur. Début novembre, il se rend à Paris pour être reçu avec d'autres élus, de Laval ou de Seine-Saint-Denis. Toutes les victimes des banques. Pour lui, c'est une première étape. J'en attends à minima l'amorce d'une discussion approfondie avec les principales banques qui sont impliquées pour qu'elles puissent, comme je le souhaite, contribuer efficacement à sortir les collectivités de leurs difficultés. Mais la réunion tant attendue va se transformer en un mini rendez-vous au pas de course. 1 heure à peine. Les ministres n'ont apparemment pas beaucoup de temps à accorder aux élus. À la sortie, tout le monde est ravi. Pour Michel Alliot-Marie, cette dette de plusieurs milliards d'euros ne serait qu'un problème mineur. Nous allons faire remonter l'ensemble des informations, mais il s'agit plutôt d'un certain nombre de cas isolés et même s'il y a des produits dits à risque, ils ne représentent en général qu'une petite part de l'endettement. À problème mineur, solution mineure. Une charte de bonne conduite sera rédigée prochainement. Les banques étaient également présentes ce matin. Dexia était présent. Est-ce que ça veut dire qu'ils se sont engagés à reprendre ces emprunts toxiques qu'ils vous avaient fait il y a quelques années? Non, il n'y a pas d'engagement dans ce sens. Il y a l'engagement qui a été validé par tous d'un traitement au cas par cas de toutes les situations difficiles. Donc j'espère qu'on pourra sortir positivement de ce traitement au cas par cas. En clair, aucune décision n'a été prise à cette réunion. Rien d'étonnant pour Cédric Graille. Pour lui, les hauts fonctionnaires du ministère des Finances et les banquiers sont trop proches. Aujourd'hui, les gens qui dirigent les banques, c'est les inspecteurs des finances qui viennent de Bercy. Et ceux qui travaillent aujourd'hui à Bercy, la perspective pour eux, c'est d'aller dans les banques. Donc ils vont pas se faire des ennemis avec les banques aujourd'hui. Hein, c'est pas une... Mais Maurice Vincent veut rester optimiste. Ce matin, il a obtenu ce qu'il n'espérait plus. Un rendez-vous immédiat à la Défense, au siège de Dexia, avec son directeur. Auprès de cette banque, la ville de Saint-Étienne a contracté plus de 200 millions d'euros d'emprunts risqués. Et il espère pouvoir les renégocier. Pour nous, les portes de la banque resteront fermées. Malgré nos multiples demandes d'interview à la direction de Dexia, le chemin s'arrête là. Maurice Vincent n'obtiendra rien de plus, si ce n'est un autre rendez-vous. Retour à Saint-Étienne, la crise financière, c'est un boulot à plein temps. Ce soir, c'est conseil municipal. Au programme, règlement de compte avec l'ancien maire et son équipe, celle qui a contracté les prêts. La renégociation de 2 prêts dits structurés. Et on voit bien à travers ces 2 dossiers toute la complexité de ces produits structurés et de ces swaps. Je comprends devant cette complexité votre volonté de simplifier, de sécuriser le système, surtout si vous estimez n'avoir pas les compétences dans vos équipes pour maîtriser ces produits. Vous avez mis la ville dans une situation inextricable. Inextricable. C'est la raison pour laquelle le taux d'augmentation d'impôts qui serait nécessaire pour retrouver sur le mandat une situation structurellement équilibrée, on va dire ça comme ça, serait de 25%. Les tarifs n'ont pas été... Pour le maire, il n'y a pas d'autre solution. Les impôts devront augmenter de 5 à 9% en 2009.
le prix à payer pour sortir de la crise. Et dès le lendemain, cette mesure fait la une de la presse locale. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours le citoyen qui paye. Local, national, international, c'est toujours le citoyen qui paye, non? C'est pas bien du tout. Je trouve que c'est pas bien parce que déjà les gens ils ont beaucoup de mal à s'en sortir. En plus, si ça doit augmenter, je sais pas ce qu'on va faire. Très bien. Écoutez, les anciennes municipalités ont fait des dettes, il faut les payer. Faut pas pleurer maintenant, hein. Faut pas pleurer. Mais l'ancien maire explique ne pas être le seul responsable. Il ne repère pas les 3%. Tous les emplois qu'on a contractés ont été visés par les services de la préfecture, par le préfet lui-même, par la chambre régionale des comptes. Donc on ne fait rien dans une collectivité sans que tous nos contrôles soient là, je dirais, l'arme au pied pour nous dire ce que vous faites est effectivement dangereux ou pas. Et tout ce que nous avons fait avec les aides de l'État, avec les contrôles de l'État, avec les aides européennes, tout ça est regardé de près par tout le monde. Selon Michel Thiollière, ce qu'il a fait, il l'a fait avec l'aval de l'État et sous son contrôle. Willy Gouville, à ce stade de votre enquête, il faut dire qu'on est assez effrayé par la situation de certaines communes françaises. Rassurez-nous, ça peut plus arriver, ça, aujourd'hui. Non, ça ne devrait plus, en tout cas, arriver. Mais on a l'impression que personne n'a appris de ses erreurs. Et ça peut paraître incroyable, mais que rien ne se produit dans les faits. Alors concrètement, le gouvernement travaille certes sur un texte, mais c'est pas une loi. On va appeler ça plutôt une charte de bonne conduite. C'est comme ça qu'il l'appelle. En quelques mots, c'est voilà, je vous tape sur la main, messieurs les banquiers, puis vous me promettez de plus jamais recommencer. Ça, c'est dans les faits. Parce que rien n'empêche demain une banque quelconque de retourner voir une mairie, une collectivité locale et de lui reproposer ce qu'on a vu par le passé, j'en ai en tête, qui serait indexé, admettons, sur la valeur de l'euro contre le yen par rapport au franc suisse contre le dollar. J'ai un peu de mal à vous suivre. Voilà, c'est compliqué, on se demande si les maires ont compris, mais c'est ce qui s'est passé, ce qui peut se reproduire demain. Alors, j'aimerais comprendre quelque chose. Qu'est-ce que veut dire Michel Thiollière, l'ancien maire de Saint-Étienne, quand il dit « c'est pas moi, c'est l'État ». Alors depuis quelques années, les collectivités locales sont totalement autonomes financièrement. Mais la collectivité locale, quand elle vote son budget, doit le présenter au préfet. Ouais. Alors il n'y a rien d'obligatoire, c'est juste consultatif. Cependant, le préfet normalement doit observer s'il y a des irrégularités et le cas échéant alerter aussi bien la Chambre régionale des comptes que Paris. Oui. Seul problème, on se rend compte que durant toutes ces dernières années, ni le ministère de l'Intérieur, ni les préfets, ni les chambres régionales des comptes n'ont fait quoi que ce soit. Alors tout le monde savait, personne n'a bougé. À Saint-Étienne, la dette a plongé la ville dans l'incertitude. Plus de 250 millions d'euros sont indexés sur des cours de bourse, des valeurs monétaires. La ville pourrait être placée sous tutelle de la préfecture si elle n'arrive pas à équilibrer ses comptes. Mais pourquoi le préfet n'a-t-il pas stoppé ces emprunts toxiques? Malgré nos appels et courriers, nous n'avons jamais eu la moindre réponse. La préfecture aurait dû avertir l'État, le ministère de l'Intérieur. Ici, un service entier dévoué aux mairies, la DGCL, la Direction Générale des Collectivités Locales. Et l'homme qui nous reçoit nous avoue l'impuissance du système. Aujourd'hui, il est clair que un certain nombre de dérives sont apparues qui paraît maintenant souhaitable d'inciter à corriger. C'est quoi? C'est du laxisme de la part de la DGCL, des préfectures ou... C'est un système, c'est les conséquences d'une situation où la liberté totale d'emprunt dont bénéficient les collectivités locales dans le respect des règles budgétaires a peut-être donné lieu à quelques dérives. L'État aurait donc accordé trop de liberté aux collectivités locales. Pourtant, une circulaire de 1992 met en garde les mairies contre les prêts risqués. Problème, elle ne les interdit pas formellement. L'engagement des finances des collectivités locales dans des opérations de nature spéculative ne relève ni des compétences qui leur sont reconnues par la loi, ni de l'intérêt général. Cette circulaire doit plutôt être considérée comme, là aussi, une circulaire de référence qui permet de distinguer ce qui est souhaitable et ce qui n'est pas souhaitable, mais cette circulaire elle-même
pouvait difficilement servir de base à un contrôle de légalité en disant tel produit est légal et tel produit n'est pas illégal. C'est toute la difficulté que nous avons dans ce domaine, c'est que il n'y a pas dans le droit actuel de règles qui permettent de dire dans ce domaine ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Un service de surveillance qui laisse faire et une circulaire qui ne sert à rien. Résultat, Saint-Étienne est au bord du gouffre. Car les ennuis s'accumulent. Il lui manque plus de 20 millions d'euros pour boucler son budget. Avec la crise, les banques sont en reconstruction. Même si l'État leur a débloqué plus de 10 milliards d'euros, elles ne prêtent plus aux collectivités locales. Alors, faute d'argent frais, la ville est paralysée. Pour Maurice Vincent, l'heure est grave et il doit maintenant faire des choix pour la ville et les habitants. Certains travaux ne verront sûrement pas le jour, d'autres ne seront peut-être pas finis, comme cette maison de l'emploi, un symbole. Pour terminer ce chantier, il doit rapidement trouver 4 millions d'euros. La crise de liquidité ne m'inquiète pas sur 2008, mais il ne faut pas qu'elle se prolonge sur 2009, parce qu'à ce moment-là, on sera obligé de réduire le montant global des investissements de la ville que nous avions imaginé. De combien ? On ne peut pas le savoir, mais si la pénurie de crédit se maintient ou même s'accentue en 2009, on peut imaginer que Saint-Étienne, comme toutes les villes, ne sont pas un cas particulier, pourrait être amené à réduire de 10% ou de 20% les investissements prévus. À Saint-Étienne, on est autour de 35 millions d'euros. Vous voyez que si on passe à 30 ou si on passe même à 25, les conséquences pour les entreprises qui attendent des marchés, forcément, de nouveaux marchés, ces conséquences sont quand même redoutables et nous amplifierions à ce moment-là la crise économique. Et cette nouvelle assombrit l'économie locale. Le patron de cette entreprise de BTP, qui a déjà connu 3 crises importantes en 30 ans, n'en avait jamais vécu d'aussi grave. En 2009, il sera sûrement contraint de mettre ses employés au chômage partiel. Actuellement, les organismes publics, privés, je veux dire, ont rompu, donc les investisseurs, les promoteurs font plus rien, ont bloqué. Donc nous, on se retourne un peu vers les collectivités locales, vers les mairies, de façon à avoir de l'activité, c'est évident. Et aujourd'hui, on sent bien que tout était porteur, on a passé des bonnes années, il faut être honnête, mais c'était porteur pendant 7-8 ans, et en l'espace de 3 mois, ça s'effondre, quoi. Mais ça s'effondre, pas qu'à Saint-Étienne, de partout ça s'effondre. C'est sûr qu'on est soucieux, c'est évident. Pour Jean Vaudaine, le calcul est simple. Les travaux publics représentent 20% de son activité. Sans eux, il perdra 20% de son budget et devra donc peut-être se séparer de 20% de ses effectifs. Mais Maurice Vincent a encore d'autres inquiétudes. Il a été élu sur un programme qu'il n'est pas sûr de pouvoir tenir, comme la création de places dans cette crèche. Comme les banques aujourd'hui sont réticentes à prêter à toutes les collectivités territoriales, on ne peut pas en être sûr. On ne peut pas être sûr qu'on les aura. Il faut pour ça que la crise du crédit se termine et que les banques retrouvent les liquidités nécessaires. Quoi, concrètement, c'est-à-dire vous allez peut-être faire le choix, ouvrir qu'un jardin d'enfants l'année prochaine et un autre l'année suivante. Ça peut être un choix de ce type, un report d'investissement d'une année. Ça peut être ça, si nous y sommes contraints. Les habitants des quartiers défavorisés devraient faire directement les frais de la crise. Lors de sa campagne électorale, Maurice Vincent leur avait promis de les aider, en créant notamment une piscine olympique, ici. Sans argent, il pourrait simplement reconstruire celle-ci, fermée depuis 2004. L'avenir de Saint-Étienne est donc lié à l'état de santé des banques et de Dexia. L'établissement vient d'être sauvé en urgence à hauteur de 6 milliards d'euros. Pourtant, il a refusé de répondre aux demandes de nouveaux prêts de la ville. Pourquoi ? Sans réponse à nos demandes d'interview, nous nous sommes invités à la présentation des résultats trimestriels du groupe. Ce jour-là, Pierre Mariani, un inspecteur des finances passé par le cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère du Budget, annonce 1,5 milliard d'euros de pertes. Une perte qui inquiète un peu plus le nouveau président de la banque qu'une éventuelle menace des collectivités, comme Saint-Étienne. Quel est le risque juridique aujourd'hui sur ce point-là ?
À ce stade, à ma connaissance, nous n'avons aucune collectivité locale n'a déposé une quelconque plainte contre nous. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il y a un risque, il n'y a pas de plainte. Donc il faudrait savoir ce qu'on nous reproche avant de pouvoir vous indiquer si éventuellement il y a un risque. Selon le nouveau directeur général de Dexia, la banque n'aurait commis aucune erreur. Elle n'aurait pas entraîné les villes dans la crise. C'est en tout cas le message qu'il veut faire passer aux médias. J'ai dit que du fait de la garantie des États, nous étions désormais en mesure de prêter normalement à nos clients et les collectivités locales en France, en Belgique, au Luxembourg, sur nos 3 marchés nationaux, sur nos 3 marchés clés. Nous sommes des partenaires de longue durée avec ces clients. Nous allons continuer à leur prêter et à développer l'ensemble de nos relations bancaires avec elles. Répondre à toutes leurs demandes. Si on prend le cas d'une ville comme Saint-Etienne qui a besoin aujourd'hui de 20 millions d'euros, qui fait une demande de 20 millions d'euros, la semaine dernière, vous n'avez pas été capable de leur répondre justement sur les 20 millions d'euros et vous avez fait une offre de 2 millions d'euros seulement. Nous répondons à la plupart des offres qui sont des appels d'offres des collectivités locales. Certains sont dans des conditions qui ne nous paraissent pas, ou auxquelles il ne nous paraissent pas de répondre en totalité. Ironie de l'histoire, Dexia considère aujourd'hui que Saint-Etienne n'est pas solvable. Mais Pierre Mariani ne nous en dira pas plus. La discussion va prendre fin. Son chargé de communication va interrompre notre interview. Ça suffit sur les collectivités locales. Ça suffit sur les collectivités locales. On a pour ce sujet. D'accord. On va s'arrêter là. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de monde, on a encore Bloomberg, CNBC. J'ai l'impression que ça vous gêne en tout cas de parler des collectivités locales, de parler de cette dette des collectivités locales, des prêts qui avaient été faits, oui. Mais... Il y a quelques jours, la situation s'est débloquée à Saint-Etienne. Une autre banque, la Caisse d'épargne, s'est engagée à prêter les 20 millions d'euros. Maurice Vincent a bouclé son budget 2008. Mais il n'a toujours pas réglé le problème de la dette de la ville. Les dossiers sont donc entre les mains de ses avocats. Il pourrait mener des actions en justice dès 2009 contre plusieurs banques. Avant, perçu ceci comme étant injuste. Rares sont les banquiers ou même les anciens banquiers qui ont bien voulu témoigner et nous raconter les secrets du système bancaire. L'un d'entre eux a pourtant accepté de nous rencontrer au siège de France Télévisions et pas n'importe lequel. Axel Miller, l'ancien patron de la banque franco-belge Dexia. L'homme qui a été montré du doigt par le gouvernement français dans cette affaire et il l'a payé très cher, on l'a contraint à démissionner. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que c'est Nicolas Sarkozy qui a demandé votre départ personnellement ? Bon, je crois qu'on ne peut pas entièrement l'exclure. Il y avait probablement 2 choses dans ce mouvement. D'une part, de l'argent public qui rentrait dans une banque qui avait une nationalité belge, de l'argent public français, et puis peut-être une volonté de se repositionner un peu plus au sein de Dexia. Mais je vous dirais, ça, ce sont des éléments qui expliquent ma situation individuelle. Je pense que ça, c'est pas vraiment ce qui intéresse le public. Ce qui intéresse le public, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur bancaire, qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur financier, comment en est-on arrivé là. Ouais, on vous a demandé instamment, à un moment, de renoncer à votre parachute doré, ce que vous avez fait pour l'instant. Ça aussi, c'était pour vous un exemple à donner ? Je crois que ça fait partie des codes. De nouveau, c'est de l'argent public qui rentre dans le monde financier. On voit que le monde économique aujourd'hui est sous une pression totale. Des milliers de personnes perdent leur emploi. La crise économique fait rage. Tout le monde est sur le pont en train de se battre. Et je pense qu'il y a des symboles qui sont importants. Et c'est vrai que les patrons qui partent avec des chèques, qui sont perçus par le public comme étant des gros chèques, c'est quelque chose qui choque. Et c'est quelque chose qui fait que le pouvoir politique, nécessairement, est amené à agir, à donner des signes, à donner des gages, à donner des témoignages. Et puis voilà, c'est le contexte dans lequel on travaille. On va revenir, si vous le voulez bien, sur notre enquête, sur les difficultés financières de la ville de Saint-Etienne, en partie à cause de Dexia, la Banque des collectivités locales. Comment une banque comme la vôtre a-t-elle pu proposer des crédits aussi risqués à des villes, à des communes ?
Je préfère même pas me prononcer, si vous le permettez, sur des dossiers particuliers. Et pour deux raisons. La première, c'est que je ne suis plus en fonction. Et donc ça, c'est véritablement quelque chose que je dois, par décence professionnelle, laisser aux équipes en place. C'est un devoir de réserve, absolument. Le deuxième point, c'est que il y a une série d'épithètes et de qualificatifs qui ont été utilisés pour décrire des produits qui ont été vendus par les banques. Et je pense que ces épithètes étaient très largement exagérées. Il y a eu un certain nombre, peut-être, de cas isolés qui poseraient problème. Mais je ne pense pas qu'on puisse les ramener à telle ou telle ville ou à tel ou tel décideur local. Dans l'ensemble, c'est un sujet qui a été, je pense, toujours bien géré au niveau du groupe. Il y a des villes qui sont dans des situations financières catastrophiques. Saint-Étienne en est une, il y en a d'autres. Est-ce que vous avez le sentiment, véritablement, que des responsables financiers de communes étaient assez armés pour comprendre ce qu'ils étaient en train de signer ? Ça doit être le cas, et si ça n'est pas le cas, c'est un problème. Je pense qu'il faut reconnaître que dans un certain nombre de collectivités locales, simplement les interlocuteurs ne sont pas outillés ou ne sont pas équipés pour comprendre de quoi il s'agissait. Il y avait d'ailleurs des produits que nous ne présentions même pas, je dirais, aux décideurs locaux de petites collectivités locales. Par contre, lorsque vous arrivez dans des grandes agglomérations, dans des grandes villes, il y a une technicité, une capacité de compréhension de décideurs locaux qui, par ailleurs, sont assistés de conseillers financiers qui savent tous très exactement ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les gens qui nous regardent et qui ont une image absolument calamiteuse des banquiers en ce moment ? Je pense qu'au niveau des banques, aujourd'hui, il y a vraiment un travail important à faire, main dans la main avec les autorités, pour dire comment est-ce que maintenant on va travailler chacun chez soi, chacun pour les sujets qui les concernent et tous ensemble pour la chose commune et éviter que ça ne se reproduise. Dans le monde de la finance, les grands patrons de fonds d'investissement, les dirigeants des banques, les traders ont parfois franchi la ligne rouge, attirés par des profits démesurés. Mais ont-ils vraiment tous profité du système ? Ne vous fiez surtout pas aux apparences. À Londres, ce n'est plus vraiment ce que c'était. Et avec la crise, l'image de la deuxième place financière du monde est écornée. Regardez par exemple Canary Wharf. Ici, la tenue de rigueur, c'est costume cravate et chaussures vernies. Chaque jour, 100 000 employés foulent les dalles de ce nouveau symbole du monde de la finance. Ne vous fiez pas aux apparences, car ces derniers temps, ces employés sont un peu moins nombreux. La bourse a beau continuer de s'afficher, la crise est bel et bien passée par là. Prenez Marc, par exemple. Quand il revient à Canary Wharf, c'est en touriste ou pour chercher un emploi. Encore et toujours un peu nostalgique de cette période où il travaillait chez Lehman Brothers. 18 mois comme analyste financier, avant d'être licencié en juin dernier, sans ménagement. Donc voilà Lehman Brothers. En effet, je travaillais au 5e étage là-bas. On voit encore quelques lumières, mais je ne sais pas s'il y a encore des équipes. J'ai gardé quelques petites affaires, quoi. J'ai gardé mon badge, question sentimentale, donc avec le nom Lehman Brothers, et j'ai aussi gardé quelques collectors, comme des cartes de visite Lehman Brothers, un ou deux stylos, enfin, ce que j'avais sur moi le jour où j'ai dû partir. On m'a appelé, on m'a demandé d'aller voir le directeur du département dans un bureau. Il m'a dit, écoute, on est en train de voir si on va pas supprimer ton poste. Exit donc Lehman Brothers. Tout le monde a fini par faire ses cartons. La 5e banque d'affaires au monde a fait faillite. On disait d'elle, too big to fail, trop gros pour tomber. Comme quoi, on vous avait bien dit de ne pas vous fier aux apparences. C'est très radical en fait. On vous dit, vous avez le temps de monter chercher vos affaires, de faire vos adieux, et on démagnétisera votre carte en milieu de journée. Donc on monte, on prend nos affaires, on écrit un petit mail d'au revoir, on explique qu'on est licencié, le chef et le chef du chef paraissent surpris parce qu'ils n'étaient pas au courant. On prend nos affaires et on part. Comme lui, ils sont 6000 de chez Lehman à avoir perdu leur job, du jour au lendemain. Certains ont réussi à se recaser, mais pas Marc. Aujourd'hui, il passe la plupart de son temps chez lui. Mon nouveau bureau, donc mon activité de la journée, notamment les matins, se résume surtout à prendre connaissance quand même des informations pour ne pas être largué par rapport au secteur. La crise nous touche tous. Lorsqu'on arrive à Londres, on sait que ça peut arriver. Dans les bonnes périodes, personne ne croit que ça lui arrivera. Et ça fait partie aussi du contrat de travailler à Londres, avec les conditions sociales de Londres, avec la flexibilité de l'emploi de Londres. Donc, c'est quelque chose qu'on savait en arrivant. D'accord. Un monde dur, certes, mais qui était plein de promesses.
Londres, un Eldorado de la finance. Une chance à ne pas laisser passer dans une carrière? Pas si sûr, si on en croit Marc. On a l'idée reçue que tous les gens dans les finances gagnent des millions. Ce n'est pas vrai. Moi, à la rigueur, en pouvoir d'achat réel, je vivais mieux à Paris. Vous gagnez combien? Actuellement, 0. Et avant, j'étais à 55 000 livres. Mais il faut tenir compte, on ne peut pas traduire directement en euros. Parce que, certes, si on traduit en euros, on se dit « Waouh, quel salaire !» 55 000 livres, 75 000 euros par an. Une somme qui représente le salaire moyen à la City. Mais aujourd'hui, il doit faire 100. S'il reste à Londres, c'est parce que sa femme y travaille toujours. Et en l'attendant, il n'arrête pas d'envoyer CV sur CV un peu partout. C'est difficile de trouver du travail en ce moment? Très. Il y a très peu de travail disponible. Il y a surtout, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de sociétés qui publient des offres pour dire « Nous, on va bien, on continue à embaucher », mais qu'il n'y a pas de vrai poste derrière, où le poste est prévu pour la moitié de l'année prochaine ou la fin du premier trimestre. Donc il y a encore une partie de bluff qui se fait dans ce moment? C'est une partie de bluff, c'est une partie de publicité. Aucune entreprise ne veut montrer au marché qu'elle n'embauche pas. Malgré la crise, Marc s'accroche. Il se donne même encore quelques mois avant de retrouver du travail. Lui, en revanche, n'a plus de problème de fin de mois. Cet analyste financier a même eu du flair. Il a tout plaqué juste avant la crise, empochant tous ses gains. City Boy, alias Geraint Anderson, un des plus jeunes retraités de Londres. Chaque vendredi, il anime bénévolement une émission dans cette radio associative pour commenter la crise et surtout critiquer le monde de la finance. City Boy is in the higgly house. How you doing, my brother? I'm good, man. I'm really good. Et il sait de quoi il parle. 12 ans dans la City à gravir les échelons, pour finir manager avec près de 4 millions d'euros sur son compte en banque. Une sorte de repenti, avec un flegme et un humour des plus british. Il pourfend l'attitude et les pratiques obscures des banquiers. The light at the end of the tunnel is a rapidly approaching train, my friend. The bottom line is the City Boys bought this on themselves. They're going to be 50,000 job losses. It's not going to be good for London, and they're still giving billions in bonuses. Vous savez, à la City, on utilise un langage vraiment compliqué pour être sûr que personne ne comprenne ce qui s'y passe, pour essayer de nous rendre très intelligents, pour que tout paraisse très compliqué. C'est une façon de conserver nos privilèges, mais ce n'est pas si compliqué. Finalement, on ne fait que manipuler de la paperasse et empocher des commissions. Et avec cette émission, avec Jeff, j'ai la possibilité de dire aux gens, en termes simples, avec un peu d'humour, voilà pourquoi les gars de la City vous ont causé tant de problèmes. En dénonçant cette complexité, Geraint a brisé le code du silence de la City. Un monde très fermé, dans lequel il n'est d'ailleurs pas si facile de pénétrer. J'ai Marquette, bonjour. En ces temps de crise, les entreprises qui ont accepté de nous ouvrir leurs portes sont celles qui s'en sortent le mieux. Cette société de courtage est une des rares à nous avoir accueillis sur sa salle des marchés. Et les courtiers que vous voyez ici sont tous spécialisés dans un produit financier particulier, un produit à fort effet de levier. C'est-à-dire que l'on peut engager sur les marchés jusqu'à 10 fois sa mise de départ. C'est un produit qui est fait pour spéculer et gagner de l'argent rapidement. L'ennui, c'est que le risque est aussi, lui, considérable et que l'on peut perdre au-delà de sa mise de départ. Une règle du jeu qui attire de plus en plus, malgré cette période d'incertitude boursière. Une période qui, paradoxalement, est aussi une aubaine pour ces brokers. Nous, par contre, ce qui va compter pour nous, c'est le volume de transactions. Et il se trouve que dans ces périodes frénétiques, on a de gros volumes. Donc de grosses commissions? Donc beaucoup de commissions. Donc c'est plutôt une bonne période pour nous. Un sourire qui en dit long, car cette entreprise ne connaît pas la crise. Que ce soit en anglais, en français ou en allemand. Yeah, natürlich. 66.23, same price as before. Je vends 950 à l'ouverture, c'est ça? À l'autre bout du fil, des clients, ou plutôt des joueurs comme on les appelle ici. Ils viennent tenter leur chance en bourse, comme on tente sa chance au casino.
placé un ordre là pour un client qui vend des ArcelorMittal pour clôturer sa position. Boum. Il a pris 873 et 875. Donc il l'a fait pendant 3 jours. Là, il s'est bien débrouillé. Il a pris un petit risque et il s'est fait 2000 € en 3 jours, en gros. Un jeu qui rapporte, mais qui à l'échelle de cette société de courtage ne peut pas réellement déstabiliser le marché. Les joueurs qui font vraiment bouger le marché, c'est pas forcément les clients d'IG Markets, petits ou gros. Ce sont les banques, ce sont les hedge funds, etc. qui viennent eux avec des milliards et qui viennent bang. Et là, c'est ça qui fait bouger les marchés. Les banques sont ici montrées du doigt, accusées de tous les maux. Surtout parce qu'elles se sont éloignées de leur cœur de métier d'origine. Trop gourmandes, elles se sont mises à spéculer massivement. Ces dernières années, elles ont misé sur des produits financiers de plus en plus complexes, sans vraiment en mesurer les risques. Les banques se sont mises à être de plus en plus présentes sur les marchés boursiers et à s'exposer à des produits de plus en plus compliqués, sans vraiment y apporter l'attention nécessaire. Et tout a été automatiquement surdimensionné, parce qu'aucune banque ne s'est demandé « Attends une minute, qu'est-ce qui va se passer si ces produits sont mauvais? Et si le système devient un risque, que va-t-il se passer ?» Personne n'a vraiment prêté attention à ça. Mais c'est une grosse faute. Oui. Personne n'a vraiment prêté attention, personne n'a réellement contrôlé ces produits. Oui, absolument. Et c'est une situation dans laquelle les banques se sont mises elles-mêmes sans pouvoir en sortir. Un constat aberrant que partage également une de nos vieilles connaissances, City Boy. Nous le retrouvons cette fois dans le cœur historique de la City en costume cravate. Lui qui a fait toute sa carrière dans la banque. Il a même été élu 4e meilleur analyste financier de Londres. Et pour lui, ce lieu symbolise les affres de la crise actuelle. Voici le cœur de la bête. Ça montre exactement où nous sommes. Nous sommes ici au centre même du casino. Et ça, c'est la Banque d'Angleterre. Ces types étaient censés nous réguler. Eux, avec l'autorité des services financiers et le Trésor. Et bien sûr, tout le monde à la City leur a demandé qu'il y ait le minimum de régulation. La City prétendait se réguler elle-même. On a gagné des millions et des millions. On a privatisé tous ces profits. Et dès qu'on a eu des problèmes, que l'on avait d'ailleurs créés nous-mêmes, on est allé leur demander de l'aide, de nous réguler pour nous sortir d'affaires. Et pour cela, on dit, il y a une expression en anglais qui dit « face je gagne, pile tu perds ». Aujourd'hui, le gouvernement britannique essaye de reprendre la main, proposant plus de régulation, plus de transparence, un meilleur contrôle des banques. Un vœu pieux selon Geraint, car les banques ont un moyen de pression considérable. Cette industrie ici engendre 15 milliards de livres sterling d'impôts sur le revenu, 12 milliards de taxes professionnelles. On ne peut pas détruire cette industrie. Et ce que les banques sont en train de dire, c'est si vous nous bridez trop, si vous contrôlez nos salaires, nous allons déménager à Francfort, à Paris, à Dubaï ou à Shanghai. Donc traitez-nous bien, sinon on s'en va. Et c'est une des rares industries que ce pays possède. Car la finance est une industrie en Grande-Bretagne, une des plus prospères de ces 20 dernières années. Elle représente 7% du PIB du pays. Une industrie si puissante qu'elle donne parfois le sentiment d'être intouchable. Certains sont d'ailleurs prêts à n'importe quoi pour gagner encore plus d'argent, quitte à tomber dans l'illégalité. C'est ce que dénonce cet ancien trader d'une grande banque européenne. Il tient à conserver l'anonymat. Nous l'appellerons Max. Au sein de sa banque, c'est par hasard qu'il a découvert une pratique frauduleuse. Tout début 2008, en janvier, j'ai découvert un email du responsable de l'activité des risques, qui vérifie donc comment les portefeuilles sont valorisés, qui envoyait un email incendiant, vous demandait des explications au manager. Donc comment se faisait-il que les portefeuilles de cette activité-là, qui est l'activité phare de la banque, avaient perdu 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, bien au-delà des limites autorisées. Il s'agit en fait d'une fraude assez peu répandue car très risquée, mais provoquée artificiellement grâce à une astuce informatique. Vous changez juste des paramètres dans des systèmes qui diminuent les portefeuilles de 10%. Tout bêtement. Tout bêtement. Sauf que vous le faites à un moment donné très précis. Là, il le fait à un moment où les comptes seront remis à zéro pour la fin de l'année. Avec ces 10% qui ont été cachés, ça va permettre d'avoir déjà 1 mois et demi de profit. Un matelas, donc. Un matelas. Et en plus de ça, les traders
qui ont ce coussin de 10% vont spéculer beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. But de la manœuvre pour les traders concernés, pulvériser leurs performances pour s'assurer plusieurs centaines de milliers d'euros de primes. Une pratique complètement illégale que Max a voulu dénoncer à l'un de ses supérieurs hiérarchiques. Le hic, c'est que lui aussi était complice de la fraude, comme 15 autres traders. Et donc lui m'a demandé de surtout de rester à l'écart de ça, que ça ne fait pas partie de mes oignons et de... Quelles sont les conséquences pour vous d'avoir dénoncé ça? C'est très simple. Pendant plus de 6 mois, on m'a fait perdre toutes mes responsabilités, on m'a mis dans un sorte de placard, on a essayé de me mettre sous pression, on a essayé de me faire partir, et maintenant, une fois qu'on m'a licencié, on essaye vraiment de salir mon nom. Vous avez du mal à retrouver du travail? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Max a décidé de porter plainte pour fraude auprès des autorités financières de Grande-Bretagne, écœuré, dit-il, par cette course au profit sans scrupules. Un sentiment partagé par Geraint Anderson. Il reproche aux traders leur trop grande cupidité. Ces 7 dernières années d'ailleurs, les bonus, ces primes de résultats versées aux traders, ont plus que doublé à la City. À la City, on joue avec l'argent des autres. Et le risque est asymétrique si on le compare à la culture du bonus. C'est-à-dire, quand je joue et que je gagne, je me fais beaucoup d'argent. Et une fois qu'il est dans ma poche, personne ne peut le reprendre. En revanche, quand je joue et que ça va mal, ce n'est pas moi qui perds de l'argent. Donc la culture du bonus encourage cette recherche du profit à court terme. C'est la clé du problème. Vous savez, le gouvernement, la Banque d'Angleterre, Gordon Brown, ils ont tous réalisé que tout ça c'est à cause du système des bonus. Parce que tu ne penses qu'à l'année d'après et tu ne raisonnes pas au-delà, à 3 ou 4 ans. Et la situation n'est pas près de changer. Cette année au Royaume-Uni, 20 milliards d'euros de bonus devraient être versés aux traders, malgré la crise. Après ce voyage étonnant dans la finance mondiale, nous avons voulu inviter un banquier pas comme les autres. Le prix Nobel de la paix, Mohamed Yunus, l'inventeur du microcrédit. Nous avons rencontré cet homme qu'on surnomme le banquier des pauvres à l'abbaye de Royaumont où il donnait une conférence. Avec la crise, sa parole prend une toute autre dimension. Professeur Yunus, bonsoir. On est vraiment ravis de vous accueillir. Que vous inspire ce qu'on vient de voir, l'univers des banques et des traders, qui a plongé le monde dans la crise depuis quelques semaines? Personne ne croyait qu'un jour on verrait les grandes tours des banques et du système financier s'effondrer. Après, on a tenté d'expliquer tout ça. On a dit que c'était à cause de cette extrême cupidité qui avait pris le pas sur tout, et que c'était à cause des marchés financiers transformés en casinos. C'est la pire crise de l'histoire, mais c'est aussi la meilleure des occasions pour repenser tout le système, afin qu'il n'exclue personne et que les banques, enfin, soient ouvertes à tous. Franchement, professeur Yunus, vous êtes et vous resterez certainement très longtemps le seul et le premier banquier à avoir le prix Nobel de la paix. Écoutez, je l'ignore, mais ça peut sembler contradictoire en effet. Pourquoi un banquier serait-il prix Nobel de la paix ? Alors on me dit, oui, vous êtes le seul homme d'affaires à avoir reçu un prix Nobel de la paix. Eh bien, je me regarde et je me dis que c'est une question d'image. Regardez, quand vous imaginez un banquier, vous pensez à un banquier que vous connaissez, près de chez vous par exemple. Mais moi je suis un banquier différent, je travaille pour une cause. J'aide des femmes et des familles démunies à s'en sortir. J'aimerais que tous les banquiers soient comme ça. Oui, je suis un homme d'affaires. Mais je ne fais pas d'affaires pour moi. Je ne possède par exemple aucune part dans les entreprises que mes clients ont créées. Mon seul but est de soutenir une cause. Alors oui, je suis un homme d'affaires, j'en suis fier, mais un homme d'affaires social qui n'est pas guidé par son intérêt personnel, mais par l'amélioration des conditions sociales.
Alors vous êtes un peu entré en guerre quand vous avez lancé votre fameux système de microcrédit qui vous a valu le prix Nobel. Vous avez même été très loin puisque vous avez parlé d'apartheid des banques vis-à-vis d'une très grande partie de la population mondiale. Oui, c'est vrai que le système bancaire pratique un apartheid discret. En fait, il rejette les gens en disant là il y a un mur et vous ne pouvez pas le franchir. De ce côté du mur, nous faisons des affaires et c'est pas pour vous. Ce mur a écarté des banques près des 2/3 de la population mondiale. Alors, qui sont les vraies victimes de cette crise? Eh bien, ce sont les pauvres de la planète, les vraies victimes de cette crise. Prenez par exemple quelqu'un qui possède $1 milliard. Avec la crise, il perd un demi-milliard de dollars, mais il lui reste encore un demi-milliard. Une personne qui a $1 million, elle perd un demi-million. Il lui reste encore un demi-million de dollars. Ça ne va rien changer à son mode de vie. Mais les 3 milliards de pauvres dans le monde vont perdre leur emploi parce que les usines vont fermer. Ce sont eux les vraies victimes de la crise. C'est la fin de cette émission. J'espère que ce numéro de Pièce à conviction vous aura aidé à comprendre à la fois les enjeux et les raisons de cette crise. Dans un instant, les grands titres de l'actualité, Soir 3. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2009 pour de nouvelles enquêtes. Merci, bonsoir.